En mer de Guy de Maupassant paraît dans les contes de la Bécasse en juin 1883 avec une dédicace en Henri Séard. Cette dédicace place le récit sous les meilleurs auspices naturalistes. Disciple et ami de Zola, tout au moins jusqu'à l'affaire Dreyfus, Séard est l'un des collaborateurs des soirées de Médan. Donc une lecture ethnocritique dont la posture épistémologique obéit à une technique de dépaysement culturel montre que le texte en mer n'obéit pas uniquement à un programme réaliste naturaliste, et c'est la présence d'une forme de pensée sauvage au cœur même de ce récit que je me propose de rendre manifeste ici. Alors avant de commencer l'analyse, il me semble utile de rappeler rapidement la trame de cette histoire. Le patron Javel vient de disparaître en mer avec son chalutier. Cet événement se passe 18 ans après l'autre drame qui a coûté le bras à son frère. En effet, lors d'une pêche côtière, le bateau commandé par Javel Patron avait été pris dans un ouragan. Dès l'accalmie, et malgré une vague un peu forte, on avait jeté les filets et Javel Cadet eut alors son bras pris sous la corde, impossible de le dégager. Il aurait fallu couper le filet au risque de perdre le chalut, perdre ou se perdre. Le bras du frère est sacrifié. Mais le temps ne permet pas de rentrer tout de suite au port, alors Javel Cadet coupe lui-même son propre bras pour lutter contre la gangrène, le garde dans la saumure, puis, lors du retour à terre, le fait enterrer dans un petit cercueil. Javel Cadet, le manchot, pense que si son frère, celui qui semble avoir péri corps et bien 18 ans plus tard, n'avait pas été si regardant à son bien, il aurait gardé son bras. Alors, pour commencer, quelques exemples du respect de ce qu'on pourrait appeler le cahier des charges réaliste dans la nouvelle. Philippe Hamon présente le texte réaliste, je cite, comme un cas particulier du discours de persuasion, un discours qui, par un certain nombre de ruses, le mot est de Flaubert, de manipulation illusionniste, le mot est de Maupassant et de procédés, détails descriptifs, affichage de causalité ou pseudo-causalité, etc., tend à faire croire que ce qu'il dit est vrai et vérifiable, n'est pas une fiction. Et en mer illustre assez bien cette approche narratologique. L'analyse de quelques-unes de ces manipulations illusionnistes va essayer de le montrer très rapidement. Le texte s'ouvre par un fait divers. Le fait divers sert à manifester, on peut le dire de cette façon-là, le toujours déjà là du monde et faire apparaître le récit comme tiré de la vie ordinaire que peut partager ou imaginer aisément tout lecteur. Ainsi, par exemple, Boulogne-sur-Mer, toponyme réel, économise un énoncé descriptif et sert d'ancrage référentiel à la fiction. Il inscrit l'histoire racontée dans l'univers du vérifiable et du localisable. Mais surtout, bien sûr, par le jeu métonymique du discours, il communique son effet de réel à d'autres éléments constitutifs du récit réaliste, les personnages en tout premier lieu, le patron Javel, quatre hommes et le mousse, et cet effet de certification dépasse les strictes limites textuelles du fait divers, puisqu'il construit une sorte de continuum avec l'avenir de la fiction, qui mettra en mots le personnage de Javel Cadet, sa femme et ses enfants. Le lexique de l'incipit, informatif et comme avisé documentaire, brise-lames, ligne envoyée, fusil porte-amarre, etc., dissimule la fiction en tant que fiction. Enfin, le simulacre qui respecte scrupuleusement les caractéristiques propres à ce type d'écrit journalistique, un lieu et une date à droite, une succession de phrases qui apportent des informations, des passés composés, etc., renvoie le lecteur à un genre de texte qu'il connaît sans peine, le fait divers journalistique. Bref, En mer semble l'embarquer et nous embarquer dans un monde connu. En mer met aussi en œuvre quelques-uns des termes récurrents de la nouvelle réaliste naturaliste. Le thème de l'argent, par exemple, est particulièrement présent. Javel, le patron du chalutier, ne veut pas couper le filin qui libérait le bras de Javel Cadet coincé sous la corde, car alors ce serait perdre le chalut, et je cite, « Et ce chalut valait de l'argent, beaucoup d'argent, 1500 francs. » Le dernier mot du texte est laissé à Javel Cadet, qui, ayant perdu le bras, ne peut plus naviguer et occupe un petit emploi. Je cite encore, « Si le frère avait voulu couper le chalut, j'aurais encore mon bras pour sûr, mais il était regardant à son bien. » On peut dire que les liens fraternels ici se sont dissous dans les eaux glacées du calcul égoïste. Le travail est un autre terme dominant du texte. Il se décline ici sous la forme de l'accident de travail, montré dans toute sa cruauté et sa réalité physiologique. Le bras pris dans les cordages, broyer, l'hémorragie, le garrot, l'application à mouiller sans cesse la blessure, l'apparition, je cite, des traces noires, toute une vilaine apparence de pourriture, le noir, puis le membre coupé méthodiquement, Javel Cadet lui-même tranchant les derniers tendons avec détail pathétique, le couteau même de son frère, et enfin la conservation du bras dans la saumure comme pour le poisson. La représentation du travail est aussi l'évocation du monde des marins-pêcheurs avec ses outils, ses gestes, sa hiérarchie, sa météorologie, sa géographie, son
pourparlers populaires. Il y a aussi le motif de l'enterrement, il fait partie de ces motifs qui mettent en scène les rituels sociaux. Il permet de réunir les personnages d'un roman, par exemple, au moment clé de l'intrigue, souvent à la fin, comme le rappellent Philippe Hamon et Alexandre Vribou dans leur dictionnaire thématique du roman de Meurs. On lit en effet, à la dernière page de notre histoire, le lendemain, l'équipage complet du chalutier suivit l'enterrement du bras détaché. Les deux frères, côte à côte, conduisaient le deuil. Le sacristain de la paroisse tenait le cadavre sous son aisselle. Le dictionnaire d'Hamon et Vribou souligne la tonalité souvent ironique de ce thème, et je les cite, comme s'il s'agissait de neutraliser le pathétique toujours possible de la mort, du lieu, de la scène, par quelque incongruité de situation ou d'action. Et c'est bien d'ailleurs ce que les commentateurs voient dans cette scène de l'enterrement du bras. Je citerai pour exemple rapidement, Louis Forestier dans l'édition de la Pléiade parle de l'ironie de Maupassant, Jacques Chessex dans sa préface au conte de la Bécasse du livre de poche, une préface de 84 qui est encore reprise en 2014, parle lui d'humour grinçant et je le cite, l'enfouissement du bras détaché et sinistre autant que risible. Donc c'est quelques remarques rapides pour montrer comment le texte s'efforce d'organiser des effets de réel, des illusions, pour reprendre le terme de Maupassant poéticien, illusions de relation, d'un double fait divers tragique qui, à première lecture, peut faire diversion par rapport, et là, c'est là où je veux en venir, à d'autres signes que le texte littéraire encode. Et en effet, le pacte réaliste, son éthique et son esthétique n'épuisent pas le travail du texte. Le système symbolique du texte est travaillé par une autre logique que l'on pourrait qualifier cette fois de mythico-poétique ou mythico-magique. Un indice, ici un mot peut servir d'embrayeur, un peu à la façon d'un aiguillage qui permet de changer de voix. Le mot débris permet de dédoubler le sens, de programmer un autre horizon d'attente et de sens, voire mettre en pièces la lecture première. Au début de la nouvelle, on peut lire en effet « Si le pauvre homme roulé par la vague est mort peut-être sous les débris de son bateau mis en pièces et celui auquel je pense, il avait assisté, voici 18 ans maintenant, à un autre drame. La victime à laquelle le narrateur pense est Javel Patron, frère du manchot. Et à la fin du texte, comme un écho à l'incipit, on lit « Sa femme et ses enfants examinèrent donc longuement ce débris du père. Il s'agit du bras coupé de Javel Cadet, ramené à la maison pour ensuite être enterré. » La signifiance du discours instaure un rapport d'analogie et même, on peut dire, d'homologie entre débris du bateau et débris du corps. La première lecture réaliste vient en quelque sorte se briser sur l'ouverture d'une cosmologie inattendu et même inentendu jusque-là. Il s'agit maintenant d'embrayer notre lecture sur le code symbolique, les rites, les croyances, les effets de culture, de double culture du texte, où se construit l'hétérophonie du récit. Mettons-nous à l'écoute de cette autre voix, VOX, VOIE du récit, son dialogisme constitutif en somme. Et revenons à l'enterrement, mais considéré cette fois comme un rite et un rite amputé. Alors bien sûr, la venue du menuisier pour prendre les mesures et réaliser le cercueil, le cortège qui suit l'enterrement, les deux frères qui conduisent le deuil, la présence du sacristain de la paroisse sont des traits qui renvoient à des pratiques rituelles traditionnelles. Mais dans En mer, le rite n'obéit pas aux impératifs de la coutume, aux usages folkloriques et aux règles liturgiques. Le rite est à la fois incomplet et surtout inadapté. Tout d'abord, les ellipses du récit suggèrent cette incomplétude. Rien n'est dit de l'église, du cimetière, du retour à la maison, du repas funéraire par exemple. Inversement, les saillances du récit thématisent cette rupture de conformité rituelle. La toilette du bras mort, fait par la femme de Javel Cadet et ses enfants, qui enlève les brins de sel restés sous les angles, est en effet contraire aux us et coutumes. C'est le voisinage, celle qui aide, selon l'appellation de l'ethnologue Yvonne Verdier, et non les proches parents qui doivent s'acquitter de cette tâche. Mais le dysfonctionnement symbolique majeur, c'est la transgression d'un interdit, voire d'un tabou formel. On n'enterre pas rituellement son bras, ou toute autre partie de son corps d'ailleurs, quand on est encore vivant. Cette déviance factuelle n'ouvre pas seulement, je pourrais dire, à quelques pittoresques de mœurs ou à une sorte de farce macabre, mais elle ouvre surtout aux imaginaires culturels des relations entre les morts et les vivants. Et en effet, placer le débris du père dans un cercueil et l'enterrer comme un cadavre, c'est transformer Javel Cadet en vivant mort, en être hybride, qui appartient à la fois au monde des morts et celui des vivants. Et là, c'est là que se posent les problèmes, c'est que cette situation est particulièrement problématique quand on sait que le rituel de l'enterrement a pour principale fonction de séparer deux mondes qui doivent désormais vivre en paix, la paix éternelle pour les uns, la pacification de leurs liens avec leurs morts pour les autres. Or, ce passage, ce trépas, il est mal négocié. Il laisse Javel Cadet coincé dans l'espace de la marge, ni tout entier vivant, ni vraiment mort, à mi-chemin entre les vivants et les morts, l'ici-bas et l'au-delà, et même l'O-L'-A-U de là. Cet entre-deux instable, indéfini, infini, ouvre une brèche et autorise la communication de signes funestes,
Le mauvais mort, ou du moins la part sacrifiée et mal enterrée du vivant mort, reviendra inéluctablement, fatalement, tôt ou tard, ici, exactement 18 ans plus tard. Dans l'économie sémiotique du récit, c'est le retour du mot débris qui assure la jonction isotopique entre d'une part la destruction du bateau et de son équipage et d'autre part la perte du bras du cadet des pêcheurs. Rappelons que ce récit s'ouvre sur un retour en arrière, retour qui fonctionne ici comme un retour du refoulé et se traduit par un déchaînement impétueux des forces obscures de la nature. Et le jeu narrateur, lui-même sorte de Deus ex machina, fait le lien entre la tragédie ancienne de l'un et la tragédie différée de l'autre. Donc la logique mythique a ainsi transformé, on peut dire, le fait divers en fait magique. Et la tempête n'est pas seulement un dramatique phénomène météorologique, mais un intersigne qui annonce la mort, l'ombre projetée en avant de ce qui doit arriver, comme dit le folkloriste Anatole Lebras. Cet acte de vengeance du ciel permet aux morts présents dans le vif, le bras enterré de Javel Cadet et le bras armé du destin, de se lier au vif, Javel patron, de s'en saisir, de le faire mourir et obtenir ainsi réparation symbolique du préjudice subi. Le mort saisit le vif, comme on dit. Et il est vrai que le destin des frères était lié de toute façon et de plusieurs façons. Par leur nom déjà, Javel résonne comme Javel, J-A-V-E-2-L-E, ce petit tas de céréales coupées à la faux qu'on lit ensuite en gerbe. L'anthroponyme est travaillé par un signifiant qui permet de passer d'un informel banal, Javel, nom de famille français, à la construction d'un nouvel et constant intersigne, le lien, la faucheuse, la grande faucheuse et sa fatale moisson. Nomen omen, la mort et leur mort est comme précodé dans leur nom, dans l'économie imaginaire de la racignation nominale. Les frères sont aussi liés évidemment par leur rapport agresseur-victime, tel Caïn et Abel. Le manchot n'a pas pardonné, l'imparfait d'habitude, quand il parlait plus tard de son accident. La remarque évaluative, j'aurais encore mon bras pour sûr, mais il était regardant à son bien, le montre bien. Ainsi, Javel patron ne peut-il espérer mourir de sa belle mort, une mort qui adviendrait selon le cours linéaire du destin. C'est une mort anonyme, une mort sans sépulture, a-t-on retrouvé le corps, bref, une mauvaise mort. Et c'est en mer que Javel patron a disparu, corps et biens comme on dit. La mer, lieu de perdition des noyés, privés de sépulture, mangé par les bêtes, défiguré par le sel et l'onde. Dans la cosmologie des marins d'autrefois et dans le système de créance du texte, la mer ne peut être que mauvaise pour Javel patron, dont le corps perdu sera condamné à errer pour faire pénitence. Cette explication mythico-magique du monde, cette pensée sauvage du récit, se déroule sur un fond évangélique, mais les fragments du monde religieux que nous donne le récit sont en lambeaux. Dieu est absent et le discours sacré parodié. Alors, rapidement aussi, la dimension christique du Javel Cadet est lisible dans le simulacre de chemin de croix qui lui est infligé. Il porte sa croix, le chalut, chancelle sous la douleur, tombe sur les genoux et par 2 fois, son frère va le renier en faisant passer les liens économiques avant les liens du sang. L'éponge imbibée de vinaigre de l'évangile s'est transformée en eau salée versée sur le bras du blessé, qui devient livide comme le cadavre du Christ dans les mises au tombeau de l'iconographie chrétienne. Mais ce n'est pas le rachat des péchés du monde qui magnifie cette souffrance, c'est le noir diabolique, la gangrène, que l'on essaie de contenir. Les soldats romains percent le flanc du Christ avec une lance. Javel Cadet coupe lui-même son bras pourri avec le couteau de son frère. On retrouve Abel et Caïn. Couteau qui aurait d'ailleurs dû couper le filin. Et au c'est achevé biblique répond « fallait ça, j'étais foutu » du personnage de la nouvelle. Le calvaire dure 3 jours et au matin du 3e jour, je cite, on finit par entrer au port. Il n'y a pas de résurrection triomphante, Javel Cadet à la vie sauve, mais il va vivoter toute son existence, on occupe un petit emploi. La légende dorée, on peut dire, s'est transformée en légende du bateau d'or, dans laquelle on peut lire la relation du martyr de Saint-Javel sacrifié sur l'autel de l'argent. D'autres échos de Parodia Sacra se font encore entendre en divers lieux du texte. Par exemple, le 1er jour, juste après l'accident, la pêche est bonne. De larges poissons sont pris, c'est quasiment la pêche miraculeuse de l'Évangile. Mais ce n'est pas la résurrection, la vie qui sont évoquées. Dans En mer, c'est la mort. Le texte insiste sur le spasme de mort des poissons. Autre écho, Javel Cadet ne veut pas jeter le bras à la mer, son bras coupé est déjà pourrissant. Alors on le dépose dans un baril, on verse du sel dessus, comme on le fait pour conserver le poisson. L'un des matelots s'écrit d'ailleurs par plaisanterie, pourvu que je le vendions point à la criée. Cet endo-cannibalisme évoque, sur le mode populaire et burlesque, ce double d'une parodie féroce. D'abord une parodie de l'Eucharistie, jouant à la fois du signe christique du poisson et de la dérision de toute idée de transsubstantiation. Le pain consacré selon le rituel liturgique et le corps du Christ. Et on peut y voir aussi un jeu parodique sur la relique sacrée. Et en effet, chez Maupassant, le bras reste un bras coupé, même si, comme le dit le texte, la saumure l'a rafraîchi.
Donc, pour conclure, on peut dire que l'activité herméneutique du lecteur, comme appelée par le texte, et ici j'emprunte cette expression à Iser, qui l'utilise dans l'appel du texte, l'indétermination comme condition d'effet esthétique de la prose littéraire. Donc, l'activité herméneutique du lecteur a permis de dégager le jeu et le choc de cosmologie hétérogène à l'œuvre dans l'univers fictionnel. La lecture réaliste fait d'en mer un récit où la loi du profit domine les liens du sang et fait voler en éclats les solidarités fraternelles. La lecture symbolique, elle, propose un univers où les rites déviants désorganisent le monde et ne peuvent s'opposer au retour vengeur de l'esprit du mort, inapaisé, insatisfait, inquiet, inquiétant. Un mot, faussement innocent, est particulièrement prédictif et emblématique de cet intradialogisme, c'est le mot brise-lame. Le fait divers qui ouvre le récit signale que le bateau de pêche naufragé, je cite, est venu se briser sur les roches du brise-lame de la jetée. L'expression même dit la puissance fatale de l'attraction lexicale et aussi la coalescence des mots et des choses, comme dans la pensée magique, une sorte de magie performative des mots, se briser sur le brise-lame. Le lecteur, évidemment, entendra alors dans brise-lame, L', A, accent ME, et débris de l'âme, L', A, accent circonflexe ME. Ainsi, tout au long de ce récit, d'âme brisée, d'âme en débris, d'âme en peine, l'illusion réaliste est-elle rongée de l'intérieur, à demi morte, comme une sorte de peinture ananamorphose. La matérialité même du signifiant se joue de l'obvi et brise à son tour la linéarité du récit. La pensée sauvage déferle, inexorablement, on peut dire, comme une sorte de lame de fond, une larme noire, comme le mal, comme une malédiction qui dit à peine son nom.